Et honnêtement, je crois que je me suis juste contenté. Voilà. C'était ça. La phrase. 7 mots, jetés comme des miettes sur la table entre 2 cuillerées de risotto. La bougie vacillait. Sa mère a cligné des yeux 2 fois. Et sa sœur a laissé échapper un petit hoquet de plaisir, comme si elle attendait que le drame remonte enfin à la surface. Personne ne m'a regardé. Personne n'en avait besoin. J'ai tout entendu, parfaitement. Après tout, j'étais assis juste en face d'elle, tenant toujours ma fourchette en l'air, essayant encore de me souvenir si j'avais déjà dit merci au serveur. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai même plissé les yeux en la regardant, comme si son visage pouvait trahir que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Elle a visé avec ses mots juste à ma gauche, comme une confession destinée à la pièce, mais pas à l'homme dont elle était techniquement toujours l'épouse. Ses doigts faisaient tourner le vin dans son verre en de lents petits cercles. Son ton était léger, comme si elle parlait de la météo, et j'étais assis là, un touriste à mes propres funérailles. Personne n'a bougé. Même la musique de jazz dans le restaurant semblait s'être arrêtée. Son père s'est agité, mal à l'aise, et s'est raclé la gorge comme s'il voulait changer de sujet, mais sa mère s'est penchée plus près, les sourcils levés dans une horreur ravie. Contentée, a demandé sa mère, comme si le mot avait un goût de luxe. Elle a hoché la tête. Je veux dire, je l'aime, mais ce n'est pas comme s'il était, et puis, elle a fait la pire chose possible. Elle s'est arrêtée. Elle a fait un bruit. Un de ces petits rires doux et suffisants que font les femmes quand elles croient en avoir juste assez dit. J'aurais aimé qu'elle finisse sa phrase. J'aurais aimé qu'elle dise les mots à voix haute pour que je n'ai pas à remplir les blancs moi-même. Mais je l'ai fait. Bien sûr que je l'ai fait. Je ne suis pas audacieux. Je ne suis pas excitant. Je ne navigue pas sur des voiliers, je n'écris pas de romans, et on ne m'arrête pas dans les soirées pour me demander d'où vient mon parfum. Je suis le type qui pense à acheter des piles avant que le détecteur de fumée ne bip. Je suis celui qui répare discrètement le broyeur à déchets et ne se plaint jamais quand les restes vont au chien de son ami au lieu du frigo. Mais, contentée. Elle n'était pas ivre. Elle n'était pas en colère. Elle était juste honnête. Et d'une certaine manière, c'était pire. Je ne me suis pas levé tout de suite. Ça aurait été théâtral, et je ne suis pas doué pour le théâtre. J'ai continué à manger pendant 5 autres minutes, mâchant des pâtes qui se sont transformées en carton dans ma bouche. J'ai continué à hocher la tête pendant que sa sœur parlait de Pilate. J'ai même ri, oui, ri, quand son frère a fait cette blague sur la crypto. Mais quelque chose me quittait silencieusement, comme une buée sur un miroir froid. Quand je me suis enfin levé, personne ne m'a arrêté. Elle n'a même pas demandé où j'allais. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a juste repris son verre de vin et a dit, « Il s'en va toujours comme ça », comme si j'étais un enfant qui faisait une crise. J'ai marché jusqu'au parking, passant devant les chauffages de terrasse et le panneau qui disait « Réservation recommandée », dépassant le voiturier qui m'a tendu mes clés sans un mot. Je suis resté assis dans la voiture, moteur éteint, pendant 30 minutes, à regarder mes propres mains sur le volant, me demandant quelle partie de moi l'avait tellement fatigué qu'elle avait oublié que j'étais réel. Contenté. Le mot résonnait dans ma poitrine comme une pièce qui tombe dans un couloir vide. Je ne suis pas rentré à la maison. Je n'ai pas envoyé de SMS, et je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Mais quelque chose s'était brisé, doucement. Si doucement que même moi, je ne l'avais pas entendu avant qu'il ne soit trop tard. Le motel que j'ai trouvé cette nuit-là avait une enseigne rouge lumineuse, libre, et un distributeur automatique dont la moitié des lumières était grillée. J'ai pris la chambre 11 parce que le réceptionniste m'a dit qu'elle avait un chauffage qui fonctionnait. Non que j'ai prévu de dormir. Je me souviens être resté allongé sur ce matelas rigide, tout habillé, chaussures aux pieds, les yeux grands ouverts, pendant que la télévision diffusait en sourdine des rediffusions d'une sitcom où les gens riaient beaucoup trop. C'était surréaliste, comme si ma propre vie avait été mise sur pause, mais que le monde avait décidé de continuer à avancer sans moi. Je n'arrêtais pas de rejouer le mot dans ma tête. Contenté, encore et encore. Elle ne l'avait pas crié. Elle ne me l'avait pas jeté à la figure lors d'une dispute. Elle l'avait murmuré avec un petit sourire suffisant devant toute sa famille, comme si j'étais un trophée de participation qu'elle dépoussiérait et exposait par obligation. Et ce qui me hante vraiment, c'est que personne n'a bronché. Pas même son père. C'est là que ça m'a frappé.
Peut-être qu'ils le savaient tous. Peut-être que tout son entourage savait qu'elle me voyait comme une sorte de mari remplaçant, le choix sûr, le bouche-trou. Le lendemain matin, je me suis assis au bord du lit, regardant la vapeur s'élever d'une tasse de café de motel insipide. J'ai pensé à l'appeler. Pas pour me battre, pas pour la supplier, juste pour lui demander pourquoi. Mais je ne l'ai pas fait. Je connaissais la réponse, ou du moins je le croyais. Ce n'est que lorsque j'ai ouvert son ordinateur portable que les choses ont vraiment commencé à s'effilocher. Je n'avais pas l'intention de fouiner. Il était dans le coffre, jeté entre un sac de sport et une boîte de vieux chargeurs. Elle m'avait demandé de le faire réparer la semaine dernière, disant qu'il surchauffait constamment. Je me suis dit que, puisque je ne rentrais pas à la maison de sitôt, je pourrais peut-être faire quelques diagnostics moi-même. Je travaille dans l'informatique. C'est mon métier. C'est la seule chose pour laquelle j'ai toujours été doué, même quand je me sentais invisible dans tous les autres aspects de ma vie. La première chose qui m'a frappé, c'est à quel point son bureau était vide. Pas de désordre, pas de capture d'écran aléatoire, même pas une corbeille avec des fichiers. Juste un fond d'écran épuré d'un lac au coucher du soleil. Ça semblait stérilisé, comme si quelqu'un l'avait nettoyé pour des invités. Mais j'ai alors remarqué un dossier enfoui profondément dans les fichiers système. Il était verrouillé, mais pas d'une manière qui disait qu'elle ne voulait pas qu'on le voie, plutôt comme quelqu'un qui pensait que personne ne se donnerait jamais la peine de chercher. Je l'ai décrypté en moins de 3 minutes. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers, PDF, photos, conversations copiées. Mes mains sont devenues glaciales. La première chose que j'ai ouverte était une lettre scannée d'un agent immobilier, une annonce pour un appartement. Pas dans notre ville, ni même dans notre état. J'ai reconnu sa signature au bas d'un contrat de location. Elle l'avait signé le mois dernier. J'ai cligné des yeux. Aucune mention de moi. Pas de co-signataire. Juste elle, seule. Le suivant était une capture d'écran d'un virement Venmo à un certain Jess. Elle avait ajouté une note, pour les vols, émoticône sourire. Jess. Je ne connaissais pas de Jess. J'en ai ouvert d'autres. Un itinéraire de voyage. 2 billets. Aruba. Date de départ, dans 2 semaines. Puis les messages. Pas des emails, pas des SMS. Des messages directs sur une application obscure dont je n'avais jamais entendu parler. Quelque chose de crypté. Leur historique de discussion remontait à 6 mois. 6 mois. C'était comme assister à un effondrement au ralenti. Elle plaisantait sur moi. Me comparait à ce type. Disait que j'étais, confortable, prévisible, son technicien de soutien émotionnel. Le pire, c'est le genre de type qui vérifie 2 fois les serrures et qui pense que c'est ça, l'amour. Je suis resté longtemps à fixer cette phrase. Je vérifiais les portes 2 fois parce que je tenais à elle. Parce que je pensais que la garder en sécurité, c'était ça, l'amour. Parce que je pensais que remarquer les petites choses me donnait de la valeur. Mais apparemment, elle voulait du feu, du chaos. Quelqu'un qui ne pliait pas son linge et n'étiquetait pas le casier à épices. Je ne savais pas si je devais jeter l'ordinateur, crier ou simplement me rouler en boule et disparaître. Au lieu de cela, j'ai tout sauvegardé. Chaque fichier, chaque message, chaque reçu. Pas par vengeance. Pas encore. Mais parce que, pour la première fois de notre mariage, j'avais besoin de preuves que je n'imaginais pas les choses. Que la douleur sourde dans ma poitrine depuis 1 an n'était pas de la paranoïa. C'était la réalité qui m'étouffait lentement pendant que je souriais comme si de rien n'était. Elle ne s'était pas seulement contentée. Elle avait planifié sa sortie, l'avait réservée, financée, et avait fait tout ça en dormant à côté de moi la nuit, en empruntant ma voiture, en me demandant de réparer le Wi-Fi. Et le pire, c'est qu'elle serait probablement allée jusqu'au bout. Elle se serait éclipsée doucement, comme une feuille emportée par la brise, pendant que je serais rentré dans une maison vide avec un mot sur le comptoir de la cuisine. Mais plus maintenant. Je n'étais pas encore en colère. Ça viendrait plus tard. Pour l'instant, j'étais juste vide, et très éveillé. Je ne suis pas revenu tout de suite. Je ne pouvais pas. La pensée de voir son visage, ce visage dont j'avais mémorisé chaque ligne, celui à côté duquel je me sentais chanceux de me réveiller, me serrait la poitrine comme si j'étais écrasé de l'intérieur. Au lieu de ça, j'ai conduit sans but pendant des heures.
J'ai traversé 3 États. J'ai mangé un sandwich rassis de station-service sur le capot de ma voiture, quelque part près de Fayetteville. J'ai même envisagé de disparaître, de conduire jusqu'à ce que la route s'arrête, de tout recommencer. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle histoire. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas ce genre de type. Je ne suis pas spontané. Je ne suis pas audacieux. Je suis juste Curtis. Le type qui pensait que verrouiller les portes la nuit signifiait que tout allait bien. Mais je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas prétendre que ces mots au dîner étaient une gaffe sur le coup de l'émotion. Pas après ce que j'avais vu sur cet ordinateur. Ce n'était pas un moment. C'était un plan. Un plan soigneusement élaboré pour me remplacer pendant que je pliais encore son linge et que je faisais chauffer la voiture quand il neigeait. Et le pire, ce n'était pas la trahison. C'était la normalité qu'elle y mettait. Comme si aimer quelqu'un en silence n'était plus suffisant. Comme si les seuls crimes qui comptaient étaient les crimes bruyants. 3 jours se sont écoulés avant que je ne remette les pieds dans notre maison. J'ai attendu de savoir qu'elle serait partie. Elle avait son cours de yoga hebdomadaire le mercredi soir, un cours qu'elle ne manquait jamais. Du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai marché comme un cambrioleur dans mon propre quartier. La clé fonctionnait toujours. Bien sûr qu'elle fonctionnait. La maison avait l'air identique. C'était la partie la plus dérangeante. Tout était exactement à sa place. Ma tasse de café séchait encore à côté de l'évier. Mes pantoufles étaient rangées sous le fauteuil. Et son chargeur de téléphone, celui qu'elle perdait toujours, pendait de la table de nuit, comme avant. On n'aurait jamais deviné que cet endroit était à quelques semaines d'être abandonné. J'ai agi rapidement, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je me sentais comme un fantôme. Je n'étais plus censé être ici. Je hantais ma propre vie. J'ai pris des vêtements, mes outils, mon certificat de naissance, la boîte ignifugée avec nos documents d'assurance. Et puis j'ai fait un petit détour. Je suis entré dans son bureau, la pièce qu'elle ne me laissait jamais organiser, avec les tiroirs verrouillés et les lourds rideaux à fleurs. Je suis resté une seconde dans l'embrasure de la porte, les mains tremblant un peu, puis j'ai traversé la pièce jusqu'au bureau et j'ai commencé à ouvrir des choses. Je ne cherchais pas plus de preuves. J'en avais déjà. Je cherchais une intention, un signe qu'elle regrettait peut-être quelque chose, qu'une partie d'elle avait hésité. Mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des post-it avec des affirmations comme « tu mérites plus » et « ne te contente pas d'un amour tiède ». Elle se coachait elle-même, renforçant son illusion avec des mantras de Pinterest. J'ai trouvé une liste intitulée « Étape de sortie », écrite de sa main pointue. Il y avait des cases cochées à côté de choses comme « réserver le billet de Jess », « transférer les économies » et « dire à Curtis après le vol ». Pas « parler », pas « discuter », ni même « expliquer ». Dire. Comme si c'était une formalité. Je me suis assis dans son fauteuil et j'ai fixé la liste. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Pas comme une cassure nette. Plutôt comme la lente fissure du bois sous pression. Silencieuse, définitive. J'ai tout remis en place. J'ai fermé chaque tiroir, redressé chaque papier, parce que si elle voulait jouer la carte de la normalité, je pouvais aussi jouer à ce jeu. En fait, je pouvais le jouer mieux qu'elle. Cette nuit-là, je suis retourné au motel, j'ai pris une douche chaude pour la première fois depuis des jours et j'ai commencé à rédiger une lettre. Pas à elle. Pas encore. À un avocat. Un avocat discret, que j'avais trouvé en ligne, spécialisé dans la protection des actifs avant le divorce. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais surpasser sa froideur par ma patience. J'allais construire une nouvelle réalité dans son dos, tout comme elle l'avait fait pour moi. Mais je ne lui ai toujours pas dit que je savais. Au lieu de ça, j'ai attendu. Je l'ai laissé m'envoyer des SMS, prétendant être blessé que je sois parti en trombe pendant le dîner. Elle n'a pas demandé où j'étais. Elle ne s'est pas excusée pour ce qu'elle avait dit. Elle a juste envoyé un message, « On peut parler quand tu auras fini de bouder. » Bouder ? J'ai ri en lisant ça. Un rire fort et amer qui a surpris le vieux couple dans la chambre d'à côté. Le lendemain matin, j'ai répondu, « Oui, parlons ce week-end. » Je passerai. Elle a répondu 1 minute plus tard. Juste un emoji pouce levé.
C'est là que j'ai su qu'elle ne me voyait pas comme une menace. Ce serait sa plus grosse erreur. Le samedi est arrivé, et je me suis présenté à la maison avec un sac de courses. Je voulais voir à quel point elle était devenue douée pour faire semblant, et elle ne m'a pas déçu. Quand elle a ouvert la porte, son visage a vacillé une fraction de seconde. Pas de la surprise, pas de la culpabilité. Quelque chose de plus étrange, comme si j'étais en avance pour une réunion à laquelle elle ne s'était pas tout à fait préparée. Mais en quelques instants, elle a souri. Ce sourire poli et étudié. Le même qu'elle utilisait pour son patron ou son dentiste. Le genre de sourire qui disait « Restons propres ». « Salut », a-t-elle dit, s'écartant comme si nous étions encore coéquipiers. Je suis entré. L'air sentait la lavande et l'adoucissant, une illusion parfumée de paix. Rien n'était déplacé. Mes chaussures étaient toujours près de la porte. Mes clés toujours dans le bol. Elle n'avait pas fait un seul carton. Peut-être parce qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais ce qu'elle avait prévu. Ou peut-être parce qu'elle s'était convaincue que je lui pardonnerais, comme je l'avais toujours fait. Je lui ai tendu le sac de course sans un mot. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Des grains de café, a-t-elle dit lentement. Ton préféré? J'ai hoché la tête. Je me suis dit qu'on pourrait parler autour d'une tasse. Elle a eu un petit rire gêné, et la façon dont elle frottait son pouce contre l'anse du sac m'a dit qu'elle essayait de prendre la température de la pièce, se demandant si elle devait jouer la carte de la douceur ou de la fermeté. Mais j'ai gardé un ton neutre, calme, contrôlé. Je n'avais aucune intention de lui donner un indice sur ce qui se passait derrière mes yeux. Dans la cuisine, elle se déplaçait comme si elle n'avait pas passé les 6 derniers mois à comploter une évasion. Elle a mesuré le café moulu, rempli la bouilloire et s'est appuyée contre le comptoir comme si nous allions discuter de nos projets pour le week-end. J'ai été surprise que tu partes comme ça, a-t-elle dit nonchalamment, me tournant le dos, au dîner. Je veux dire, tu en as fait toute une histoire. Je n'ai rien dit. Elle m'a jeté un coup d'œil et a continué. Tu sais comment est ma mère. Elle pose des questions qui semblent innocentes mais ne le sont pas. Et je plaisantais, évidemment. Je ne le pensais pas de cette façon. Toujours rien. Elle a croisé les bras, sa confiance vacillant. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai pris une lente inspiration. Tu parles à quelqu'un qui s'appelle Jess. Sa mâchoire n'est pas tombée. Ses genoux n'ont pas fléchi. Au lieu de cela, elle a cligné des yeux 3 fois et a posé la tasse qu'elle tenait sur le comptoir avec une précision calculée. Puis est venue la déviation classique. Pourquoi as-tu fouillé dans mes affaires? C'est avec ça qu'elle a commencé. Pas un déni, pas un choc. Juste un rejet immédiat de la faute. C'était presque impressionnant, d'une manière tordue. Je n'ai rien fouillé du tout, ai-je répondu. Ton ordinateur était dans mon coffre. Tu m'as demandé de le réparer. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Son visage ne s'est pas effondré comme dans les films. Elle n'a ni pleuré, ni crié, ni supplié. Elle a juste fait une pause, comme quelqu'un qui recalcule un itinéraire après avoir manqué une sortie. Et alors, a-t-elle finalement dit, sa voix plus basse maintenant. Tu as lu quelques messages, vu quelques virements, et tu as sauté aux conclusions. Je sentais mon pouls dans ma gorge, mais j'ai tenu bon. J'en ai lu assez pour savoir que tu n'allais pas me le dire avant d'être déjà parti. Elle a secoué la tête, presque avec pitié. Curtis, nous ne sommes pas heureux depuis des années. Tu le sais. Tu es un type adorable. Tu as de bonnes intentions. Mais j'ai besoin de plus que de routine, de discussions techniques et de dîner au micro-ondes. J'ai besoin de quelque chose qui me fasse sentir vivante. Quelque chose qui me mette au défi. J'ai ri. Je ne voulais pas. Ça m'a juste échappé. Un rire amer et brisé qui s'est raclé hors de ma poitrine avant que je ne puisse l'arrêter. Tu veux dire quelqu'un qui t'appelle chérie dans des messages qui disparaissent et qui te laisse payer la note pendant qu'il planifie une escapade en bord de mer, celui-là a fait mouche. Ses joues ont rougi. De colère ou d'embarras, je ne saurais le dire. Mais elle s'est penchée en avant, plus de venin dans les yeux. Tu te comportes comme une victime dans un drame que tu as aidé à écrire. Tu as décroché il y a longtemps, Curtis. Tu as toujours été plus intéressé par les mises à jour de serveurs que par moi. La voilà, sa version de la vérité.
J'en avais entendu des fragments dans ces discussions sauvegardées. Mais maintenant, j'avais droit à la performance complète. J'étais ennuyeux. J'étais sûr. J'étais oubliable. Et Jess, un gamin bronzé sans rien à son nom, avait allumé en elle quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'université. Je suis resté là et je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé déverser des années de ressentiment qu'elle n'avait jamais exprimé à voix haute quand nous étions encore sauvables. J'ai hoché la tête au bon moment. J'ai même offert un petit sourire triste, comme si je comprenais enfin ce dont elle avait besoin. Et puis j'ai laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Un calendrier, des relevés financiers, des captures d'écran, des messages. Des impressions des documents que tu as signés pour louer l'appartement, des copies des virements que tu as faits, des copies des reçus que tu lui as envoyés. » Sa main tremblait en la ramassant. « Pourquoi tu me donnes ça ? » Parce que tu vas signer une séparation à l'amiable. Sans contestation, sans revendication sur la maison, sans revendication sur ma retraite, sans compensation détournée. Tu vas repartir avec ce que tu as apporté. Elle a essayé de parler, mais je l'ai interrompue. Et si tu ne le fais pas, j'envoie ce dossier à ton employeur, à tes parents, et peut-être même à la petite amie de Jess. Parce que je sais qu'il n'est pas célibataire non plus. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu t'es associé au menteur de quelqu'un d'autre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pas de cris, pas de tiroir claqué. Juste l'inspiration brusque de quelqu'un qui réalise que les règles du jeu ont changé. « Tu es venu ici pour me faire chanter ? » ?»« Non, » ai-je dit calmement. « Je suis venu te donner le choix. Tu veux la liberté ? Prends-la. Ne t'attends juste pas à ce qu'elle soit emballée dans un paquet cadeau. » Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'avais pas besoin de sa réaction. J'avais déjà ce que j'étais venu chercher, le contrôle. J'ai passé les 2 jours suivants de retour au motel, à faire les 100 pas et à fixer le plafond comme s'il contenait des réponses que j'avais manquées la première fois. L'enveloppe n'était plus entre mes mains, et d'un point de vue légal, j'avais tout fait dans les règles. Mais je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas soulagé. Au contraire, j'avais l'impression de flotter au-dessus de ma propre vie, regardant un homme se décomposer à chaque heure qui passait. Pas parce que je l'avais perdu. Je pense qu'au fond, je l'avais perdu bien avant que Jess n'entre en scène. Mais parce que j'avais réalisé combien de personnes savaient, et que personne n'avait jamais dit un mot. Ça a commencé quand sa sœur, Mélanie, m'a envoyé un message. Une seule ligne, elle te l'a dit, n'est-ce pas ? Au début, j'ai pensé qu'elle parlait de la liaison. Mais plus je fixais le message, plus j'avais l'impression que c'était autre chose. Quelque chose de plus complexe. Je l'ai appelée. Elle a répondu après 3 sonneries. Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout, a dit Mélanie. Sa voix était basse, presque comme si elle avait peur d'être entendue, bien que je puisse dire qu'elle était seule. Ça fait presque 1 an qu'elle parle de partir. 1 an, ai-je répété. Tu veux dire pendant tout le temps où je pensais qu'on essayait d'arranger les choses ? Mélanie n'a pas répondu immédiatement. Puis, comme si elle avait gardé ça pour elle trop longtemps, elle a tout lâché. J'ai essayé de la dissuader. Je lui ai dit d'avouer avant de faire quelque chose d'irréversible. Mais elle a juste souri. Elle n'arrêtait pas de dire que tu ne comprendrais pas, que tu ne saisirais pas parce que tu étais trop confortable, trop passif. Ce mot encore, confortable. Apparemment, c'était le clou dans mon cercueil. Et Jess, ai-je demandé. Tu le connais aussi ? Je l'ai rencontré une fois, a-t-elle admis. Elle l'a amené à un vernissage quand elle a dit que tu étais en déplacement professionnel. Elle l'a présenté comme un ami. Je n'y ai pas cru. Je n'avais pas de mots. Juste le silence. Le genre de silence qui vous fait bourdonner les oreilles. Ça fait des mois qu'elle réécrit votre mariage, a ajouté Mélanie, pour elle-même. Pour nous, tu es devenu ce bouche-trou dans sa tête. Quelqu'un dont elle s'est convaincue qu'elle l'avait dépassé. Et une fois qu'elle a eu son histoire bien en tête, elle a cessé de te voir complètement. Ça a brisé quelque chose en moi. Pas la tromperie, pas la trahison. Mais l'idée qu'elle ait passé tant de temps à reconstruire la réalité d'une manière qui faisait de moi le problème. Qu'elle m'ait transformé en caricature pour justifier sa double vie. Je n'étais plus une personne pour elle. J'étais un artifice narratif.
J'ai remercié Mélanie et j'ai raccroché. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, une voix d'homme s'est fait entendre, basse et hésitante. C'est Curtis? Oui. Il y a eu une pause. C'est Aaron. Le frère de Jess. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Comment avez-vous eu ce numéro? Ai-je demandé sèchement. Il a laissé une impression de son itinéraire de voyage chez moi, a dit Aaron, avec votre numéro griffonné au dos. Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais je me suis dit que si je devais dire quelque chose un jour, c'était maintenant. Je me suis assis au bord du lit, tout mon corps tendu. Mon frère n'est pas celui que vous croyez, a continué Aaron. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a un schéma. Des femmes plus âgées, généralement mariées. Il leur fait sentir qu'il est leur échappatoire. Puis il les plume et disparaît. Je n'ai rien dit. J'avais à peine le souffle. Il l'a fait à une femme avec qui je sortais, a poursuivi Aaron. Il lui a dit les mêmes choses qu'il a probablement dites à votre femme. Qu'elle était spéciale, différente, qu'elle valait la peine de se battre. Qu'il l'attendrait, l'emmènerait quelque part de nouveau. Elle a quitté son mari, a tout perdu, et il a disparu 3 semaines plus tard. Vous dites que ma femme n'est pas la seule? Aaron a laissé échapper un rire amer. Je dis que Jess ne se souvient même plus de son nom une fois le voyage terminé. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il m'a dit des choses que je ne voulais pas croire mais que, d'une certaine manière, je savais déjà. Comment Jess changeait d'identité. Comment il ne restait jamais au même endroit. Comment il se vantait des femmes comme si c'était des jetons de poker. Et pire que tout, comment il n'agissait souvent pas seul. Il choisit généralement des femmes qui ont des problèmes, a dit Aaron. Des femmes qui s'éloignent déjà de leur mari. Il ne brise rien. Il intervient juste une fois que les fissures sont déjà là. Après l'appel, je suis resté assis en silence. Le récit avait changé. Ce n'était plus seulement une femme cherchant quelque chose de plus. C'était une femme qui tournait en rond, cherchant une issue depuis si longtemps que la première porte ouverte lui a semblé être le salut. Et elle a couru, sans jamais vérifier qui la tenait ouverte. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que derrière cette porte, il n'y avait pas une nouvelle vie. Il y avait un miroir. Un miroir qui lui montrerait tout ce qu'elle était devenue. J'avais la vérité maintenant. Pas seulement sur elle, mais sur ce dans quoi elle était sur le point de s'engager. Et étrangement, je n'étais plus en colère. J'attendais. Parce que bientôt, ce serait elle qui m'appellerait. C'est 2 semaines plus tard que mon téléphone s'est à nouveau allumé avec son nom. Je ne l'avais pas bloqué, bien que j'y ai pensé plus d'une fois. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Une partie de moi avait besoin de le voir, quand elle finirait par craquer. Besoin d'assister au moment où le masque qu'elle avait porté avec tant de confiance commencerait à s'écailler. Et ce moment est arrivé à 21h13 un mercredi soir, à la même heure où nous regardions ensemble cette horrible série policière, celle qu'elle prétendait toujours détester mais ne manquait jamais. Le premier appel, je l'ai laissé sonner. Le deuxième, je l'ai regardé en silence. Au troisième, j'ai répondu. Sa voix était tremblante, comme quelqu'un qui s'efforce de ne pas laisser paraître la panique. Curtis, on peut parler? Je n'ai rien dit au début. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour qu'elle se demande si la ligne avait été coupée. Puis, calmement, à propos de l'appartement, ou de l'homme qui est probablement à mi-chemin de Belize à l'heure qu'il est. Son souffle s'est coupé. Je ne sais pas où il est, a-t-elle dit. Il devait me retrouver à Miami. Il n'est jamais venu. Son numéro est déconnecté. Ses réseaux sociaux ont disparu. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais la femme à l'autre bout du fil n'était plus ma femme. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui avait menti si confortablement que même maintenant, alors que le sol se dérobait sous ses pieds, elle s'attendait encore à ce que je sois celui qui la rattraperait. Curtis, je n'ai nulle part où aller. Je ne demande pas à revenir. C'est juste que je ne sais pas qui je suis en ce moment. C'était honnête. Probablement la première chose honnête qu'elle m'ait dite depuis plus d'1 an. Mais l'honnêteté ne suffisait plus. As-tu jamais eu l'intention de me le dire, ai-je demandé. Avant le vol, avant les valises, avant le mensonge sur ton cours de yoga. Y a-t-il eu une version de cette histoire où je l'aurais appris parce que tu aurais eu la décence de l'admettre?
Il y a eu une pause, puis un « non » doux et brisé. Elle a commencé à pleurer, mais pas comme dans les films. Pas de sanglots déchirants ou d'excuses criées. C'était plus silencieux que ça, plus résigné. Je l'imaginais dans le noir, le maquillage coulé, assise seule dans un hôtel quelconque, espérant laisser derrière elle la vie qu'elle avait avec moi. Et j'ai réalisé alors qu'elle n'avait pas seulement perdu Jess. Elle avait perdu le fantasme, la version d'elle-même qu'elle poursuivait. Je pensais que c'était le bon, a-t-elle murmuré. Je sais comment ça sonne, mais il m'a donné l'impression de me réveiller après avoir dormi longtemps. Et maintenant, c'est comme si rien de tout ça n'était réel. Oh, c'était réel, ai-je dit. Juste pas de la manière que tu voulais. Elle a essayé de se reprendre, de paraître à nouveau calme. Je vais perdre mon travail, a-t-elle dit. Si ça se sait, si le cabinet découvre que j'ai transféré de l'argent et planifié tout ça pendant mes heures facturables, elle n'a pas fini. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix a de nouveau changé, plus douce maintenant, presque enfantine. As-tu toujours l'enveloppe? Je l'ai regardée, posée sur le bureau à côté de moi, scellée dans une pochette en plastique, intacte depuis le jour où je l'avais déposée chez l'avocat. Bien sûr que je l'avais toujours. Et je pouvais toujours l'envoyer à son employeur, à ses parents, à ses amis, à tous ceux autour desquels elle avait construit son image. Oui, ai-je dit. Elle a attendu que je continue. Je ne l'ai pas fait. Curtis, s'il te plaît, a-t-elle finalement murmuré. Tu as tout à fait le droit de me détester, mais j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas comment réparer ça. Et la voilà de nouveau, cette attraction familière. La partie de moi qui intervenait toujours quand elle s'effondrait. L'envie de réconforter, de porter, de pardonner. Mais quelque chose avait changé. Elle n'avait pas seulement trompé. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait démantelé l'homme calme et loyal qui l'avait soutenu pendant près d'une décennie et l'avait fait passer pour une blague, un élément temporaire, jetable, terne. Et maintenant que son plan s'était effondré, maintenant que son sauveur s'était évanoui dans le même air raréfié où elle avait espéré disparaître, maintenant elle se souvenait de qui j'étais. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté longtemps à fixer le mur après ça. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais engourdi d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et sous tout cela, une simple vérité pulsait dans le silence. Elle ne me manquait pas. L'homme qui aurait nettoyé son gâchis sans poser de questions lui manquait. Mais cet homme était parti. Et celui qui restait, il ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, ce temps était révolu, mais parce que je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose clochait encore. Tout cela semblait trop répété, trop parfaitement tragique. Elle avait perdu son homme fantasmé, certes, mais sa voix au téléphone, cette pointe de panique, ne sonnait pas comme un chagrin d'amour. Ça sonnait comme de la peur. Vers 4 heures du matin, je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Non par curiosité, mais par instinct. Je n'avais pas fouillé depuis la nuit où j'avais trouvé ces fichiers cachés. Je m'étais dit que je m'en fichais maintenant, que j'en avais assez vu. Mais il y a quelque chose dans la trahison qui vous donne une envie de clore le chapitre, même quand vous savez que c'est toxique. Alors j'ai cherché. Pas Jess. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce fantôme métamorphe. J'ai cherché elle. Pas la version que je connaissais, mais celle qu'elle gardait cachée dans les dossiers professionnels, les traces numériques, les abonnements, les alias, les sauvegardes et les stockages cloud oubliés. Ce que j'ai trouvé n'a pas seulement remué le couteau dans la plaie, ça a fait tomber le couperet. Il y avait un autre nom. Une identité différente, entièrement. Pas fausse, mais ancienne. Un nom qu'elle avait utilisé au début de la vingtaine, avant même que je la rencontre, avant qu'elle ne le change légalement pour prendre un nouveau départ. Je me souvenais qu'elle m'avait dit une fois, nonchalamment, qu'elle détestait son ancien nom de famille. Quelque chose sur le fait qu'il sonnait trop sec, trop est-européen. Je n'y avais jamais beaucoup pensé à l'époque. Les gens changent de nom tout le temps. Mais ce que je n'avais pas réalisé, ce que j'aurais dû réaliser, c'est qu'elle n'échappait pas seulement à un nom de famille. Elle échappait à une histoire. Ce nom a fait apparaître un dossier de tribunal. Civil, scellé, mais l'indexation était toujours publique. L'affaire, allégation de fraude en milieu de travail.
Un partenaire d'une petite agence de marketing avait déposé une plainte civile pour détournement de fonds internes. L'affaire avait été réglée discrètement. Pas d'accusation, pas de prison. Juste un dédommagement et un accord de non-divulgation. J'ai fixé l'écran pendant plus d'1 heure. Mes mains étaient de glace, mon estomac vide. J'avais passé 9 ans avec quelqu'un que je ne pouvais même pas chercher correctement sur Google, parce qu'elle s'était assurée que je n'ai jamais le bon nom pour commencer. J'aurais dû me sentir stupide, humilié. Mais tout ce que je ressentais, c'était un sentiment croissant d'inévitabilité, comme si j'avais nagé dans une piscine qu'elle avait construite juste assez profonde pour que je ne voie jamais le fond. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un autre appel. Pas d'elle. D'un numéro masqué. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai écouté, une voix d'homme parlait. Plus âgée, rauque, délibérée. Je ne sais pas quelles affaires vous avez avec elle, mais si vous détenez quoi que ce soit de financier, de juridique ou autre, il est temps de vous retirer. Partez. Clique, pas de nom, pas de numéro. Mais je n'en avais pas besoin. Je reconnaissais une menace quand j'en entendais une, et je savais ce que ça signifiait. Elle ne fuyait pas seulement moi ou nous. Elle fuyait des gens bien moins patients. Des gens qui ne se souciaient probablement pas de ce qu'elle disait au dîner ou de la façon dont elle faisait ses valises. Des gens qui ne demandaient pas de dossier ou de signature. Des gens qui ne raccrochaient pas quand ils avaient fini. Et elle pensait que j'étais son havre de paix. J'ai traversé la ville jusqu'au bureau de mon avocat. J'ai tout mis à jour, j'ai déplacé les documents du statut de dossier passif à celui d'examen actif. J'ai fait ma déposition, enregistré les menaces, transféré le message vocal et je me suis assuré que mon nom n'était lié au sien d'aucune manière. Pas d'empreinte financière, pas de contamination croisée. Je m'effaçais de son monde plus vite qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. J'ai quitté le bureau calme, concentré. Et puis mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, c'était un message vidéo d'elle. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé des années, le pouce en suspens, le cœur battant. Parce que si c'était ce que je pensais, si c'était un plaidoyer, une confession ou un adieu, cela signifierait que l'histoire n'avait pas fini de se dénouer. Et je n'étais pas sûr de vouloir savoir comment elle se terminerait. Mais la curiosité est une chose cruelle. Alors j'ai appuyé sur play. La vidéo s'est ouverte dans l'obscurité. Pas de son au début, juste un scintillement de mouvement, la lueur granuleuse d'une lampe d'hôtel bon marché dans le coin. Puis son visage a émergé. Pâle, creusé, pluvieux en quelque sorte en l'espace de quelques jours. Elle était assise au bord d'un lit, les genoux ramenés contre elle, portant un sweatshirt que je n'avais pas vu depuis l'automne dernier. Un des miens, ai-je réalisé. Je le portais les dimanches pluvieux, quand nous regardions des films les rideaux tirés. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix était basse, à peine plus qu'un murmure. Si tu regardes ça, ça veut dire que j'ai officiellement épuisé toutes les manières de prétendre que j'ai encore le contrôle. Elle a pris une inspiration, du genre qu'on prend quand on a pleuré si longtemps que le corps oublie comment s'arrêter. J'ai tout gâché, a-t-elle continué. Pas seulement avec Jess. Pas seulement avec ce que j'ai dit devant ma famille. J'ai tout gâché il y a des années. Je crois que j'ai commencé à construire des murs avant même que tu ne le remarques. J'ai commencé à me dire que tu n'étais pas assez. Pas parce que tu ne l'étais pas. Mais parce que je ne pouvais pas admettre que c'était moi qui ne l'étais pas. Je voulais que quelqu'un me sauve de mon propre ennui, de mon propre échec. Et au lieu de réparer quoi que ce soit, j'ai tout fait exploser. Elle a fait une pause, s'essuyant le visage avec sa manche. Je n'ai pas envoyé ça pour demander le pardon. Je ne suis plus aussi égoïste. Je l'ai envoyé parce que tu mérites la vérité, toute la vérité. J'ai menti sur qui j'étais. Sur qui j'étais avant. Tu l'as probablement découvert maintenant. Je ne vais pas t'insulter en essayant de me justifier. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je voulais juste que tu saches que, pour une fois, je vois les dégâts que j'ai causés. Et je suis désolé. Elle a regardé directement dans la caméra, ses yeux humides mais stables. Ce n'est jamais toi qui étais ennuyeux. Tu étais l'encre. Et j'ai lâché prise. L'écran est devenu noir. Pas de musique dramatique, pas de fondu au noir. Juste une fin silencieuse et abrupte, comme si la femme que je pensais connaître s'était enfin arrêtée de courir assez longtemps pour dire quelque chose de vrai. Je n'ai pas répondu.
Il n'y avait plus rien à dire. Elle a signé les papiers 2 jours plus tard. Pas de négociation, pas de résistance. Mon avocat a dit que c'était le processus sans contestation le plus rapide qu'il ait vu de toute l'année. Elle n'a pas essayé de prendre la maison. Elle ne s'est pas battue pour la voiture ou les comptes. Elle est partie avec ses vêtements, sa culpabilité et la certitude qu'il n'y aurait pas de public pour applaudir la fin qu'elle avait autrefois imaginée. Et moi, j'ai commencé petit. J'ai déménagé de la ville, pas loin, juste assez pour respirer sans tomber sur des endroits qui murmuraient son nom. J'ai pris un poste dans une entreprise informatique locale qui valorise vraiment les gens plutôt que le tape à accent grave-l'œil. J'ai loué un petit cottage tranquille avec une clôture de travers et un porche honnête. J'ai même planté des tomates, ce que je n'aurais jamais pensé faire. De temps en temps, je pense à celui que j'étais. Le type qui vérifiait les serrures 2 fois et mémorisait les commandes de café. Celui qui pensait que l'amour signifiait rester silencieux pour maintenir la paix. Je ne déteste plus cette version de moi. Je le vois comme la fondation, la partie qui n'a pas cassé, même quand tout le reste s'est effondré. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau par-dessus. Ce n'est pas tape à accent grave-l'œil. Il n'y a pas de rebond dramatique ou de romance éclair. Juste un homme qui a finalement appris qu'être stable ne signifie pas être petit. Que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Que s'éloigner quand quelqu'un dépasse les bornes n'est pas un échec. C'est le respect de soi. Un dimanche matin, des mois après que tout se soit calmé, je me suis assis sur ce porche de travers avec une tasse de vrai café, le soleil sur mon visage, un livre à la main. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des années, j'ai souri sans un poids sur la poitrine. C'est là que j'ai su que je ne survivais plus à sa trahison. Je vivais ma paix.